bienvenue pour le deuxième atelier du coup de la suite de conférences sur l'éducation. Donc le thème de cette conférence originellement c'était comment vraiment accueillir les migrants dans nos écoles. Et puis en discutant avec Bénédicte Ronan, qui est notre invitée ce soir, on s'est rendu compte que finalement la question de l'apprentissage du français c'était vraiment le cœur de ce dont on allait vous parler ce soir. Enfin, ce dont surtout Bénédicte va parler. Du coup, on a recentré en fait le questionnement de ce soir sur l'apprentissage du français au service de l'accueil des migrants. Donc, on vous propose une conférence en 3 parties qui devrait durer 3 ou 4 heures. Avec... Tu me surestes. Non, mais qui ne devrait pas excéder une grosse heure, 1h30, et avec une petite introduction d'abord sur les questions par rapport à l'accueil des migrants qui nous ont interpellés, qui nous ont amenés à donner cette conférence et aussi à créer une association dont on vous parlera tout à l'heure. Et ensuite, on vous propose une partie atelier, donc c'est participatif. Mais la participation est libre, bien entendu. Ceci dit, évidemment, ça marche d'autant mieux si vous participez volontiers. Et puis, on compte un peu sur vous. Et ensuite, on conclura la conférence avec une 3e partie plus de l'ordre de la conférence. Donc d'abord, au niveau de la première partie, donc, la présence des migrants en France, l'humain, on ne veut pas l'interroger en se demandant si c'est une bonne chose qu'il y ait des personnes qui soient ici en France. On veut plutôt partir du constat que les migrants sont là et en se demandant, puisqu'ils sont là, que pouvons-nous faire? Et même surtout, que devons-nous faire? Donc, en tant que citoyen, en tant qu'humain évidemment, mais aussi en tant que catholique pour ceux qui le sont. Et du coup, il y a des questions qui sont traitées dans la doctrine sociale de l'Église qui nous interpellent, donc la question de la liberté, de la dignité de la personne humaine. Donc je me suis reposée sur la doctrine sociale de l'Église en trouvant donc, à l'un des paragraphes un petit extrait que je vous lis. Le juste exercice de la liberté personnelle, donc ce serait plutôt la liberté personnelle des migrants, exige des conditions précises d'ordre économique, social, juridique, politique et culturel qui sont trop souvent méconnues et violées. Ces situations d'aveuglement et d'injustice grèvent la vie morale et placent aussi bien les forts que les faibles en tentation de pécher contre la charité. En s'écartant de la loi morale, l'homme porte atteinte à sa propre liberté, s'enchaîne lui-même, rompt la fraternité de ses semblables et se rebelle contre la vérité divine. La libération des injustices promeut la liberté et la dignité de l'homme. Toutefois, il faut d'abord faire appel aux capacités spirituelles et morales de la personne et à l'exigence permanente de conversion intérieure si l'on veut obtenir des changements économiques et sociaux qui soient vraiment au service de l'homme. Donc cet appel de la doctrine sociale, c'est ce qui nous permet de voir que en accueillant les personnes dans toutes leurs dimensions, on sert en fait évidemment la société en rendant possible une bonne intégration. Et donc en fait, le constat qui a été fait en accompagnant des familles de migrants, mais plutôt par Bénédicte, c'est qu'il y a des similitudes entre le public habituel en tant que logopédagogue de Bénédicte, c'est-à-dire des enfants qui sont en difficulté d'apprentissage, notamment la langue française, et les difficultés que peuvent rencontrer les personnes migrantes, je ne sais pas comment dire, les personnes migrantes, dans le quotidien, c'est-à-dire à travers toutes les petites épreuves, grosses épreuves qu'ils peuvent rencontrer, et le lien qu'il y a avec l'apprentissage de la langue. Et du coup, une des réponses possibles, c'est la logopédagogie. Et étant logopédagogue, Bénédicte va nous expliquer vraiment du coup ce qu'est la logopédagogie. Donc je suppose que vous ne connaissez pas très bien ce que c'est que la logopédagogie. Ça a à voir avec la parole, et justement, quand ça tombe bien. Et donc c'est une approche qui est destinée à aider des enfants, des ados, des adultes, des personnes qui sont en difficulté d'apprentissage, tous les 10, certains connaissent, ils m'ont déjà entendu parler, ils ont déjà lu le travail de Madame Nuit qui a abouti sur ces remèdes des difficultés des enfants de 30 ans de recherche. Et en fait, ça c'est le métier que j'exerce. Et en fait, donc ça s'adresse à une population française qui parle français, mais qui est en difficulté à l'école ou plus tard. Et puis l'expérience parallèle que j'ai faite, c'est que l'an dernier, j'ai eu envie d'aller aider un petit peu de familles qui s'installaient sur nos communes, nos paroisses, qui venaient d'Irak,
Et puis, c'est vrai qu'auparavant, pendant 14 ans aussi, j'ai accompagné une famille albanaise. Voilà, et donc j'ai pu observer sur 14 années, c'est long, l'évolution de cette famille, tout ce qui s'y était passé. L'an dernier, donc ces deux familles qui sont arrivées avec des enfants d'âge de primaire et de collège, j'ai vu ce qui se passait quand elles arrivaient en France. Et ma fibre de logopédagogue a été un petit peu touchée parce que je me disais finalement, c'est vrai qu'il y a le problème d'apprendre le français, mais finalement à cause de ce déficit de la langue, il y a énormément de blocages qui apparaissent et de difficultés d'apprentissage en fait avec les conséquences qu'on connaît nous sur nos enfants qui apparaissent aussi chez ces personnes et qui rajoutent de la difficulté à leur vie en fait. Donc déjà leur vie est difficile, en pleine tribulation. Ils sont en perte de repères puisque voilà, tout change, tout est nouveau, pas du tout choisi, enfin voilà, beaucoup de difficultés. Et finalement on leur demande d'entrer dans des apprentissages nouveaux et finalement se surajoute à la difficulté d'apprendre le français en même temps tous les blocages qu'on peut trouver chez nos propres enfants ou parmi nous. Voilà. Et donc ça m'a interrogée. Et je me suis rendu compte que l'apprentissage du français qui est proposé à travers les associations, les bénévoles, les personnes indépendantes qui sont pleines de bonne volonté, ne tenait pas vraiment compte du contexte et de ce que vivaient ces personnes. Voilà. Et du coup, je me suis mise à réfléchir et à me dire, il y a certainement un moyen de concilier la remédiation à tous ces blocages et à toutes ces conséquences néfastes et toxiques et dangereuses qui viennent des tribulations et de la vie, et en même temps de concilier aussi l'apprentissage du français avec la restauration de la personne. Enfin, je ne sais pas si c'est clair ce que je vous dis. Du coup, comme ça me titillait beaucoup et qu'on avait par ailleurs le projet effectivement de développer notre activité de logopédagogue, on a pris très au sérieux cette question-là et on a commencé à travailler en ce sens. Voilà. Alors je ne sais pas, comme nous ne sommes pas très nombreux, à ce stade-là de la conférence, enfin de l'atelier, je préfère penser qu'on est en train de travailler ensemble un atelier plutôt que de vous donner juste une conférence. Est-ce que vous avez des questions sur la logopédagogie, justement, pour que je précise un petit peu en fonction. Est-ce que vous pouvez préciser un petit peu ce que c'est la logopédagogie exactement ? Voilà, alors le contenu, c'est que, en fait, alors j'ai noté des jolies phrases, je vais vous les donner, puis on va expliciter ça. Donc, alors la logopédagogie a pour objet de résoudre les blocages qui freinent ou empêchent la croissance intégrale de la personne humaine à tout moment de sa vie. Et donc la logopédagogie cherche à rendre conscientes les perceptions du monde, de l'environnement que l'on a par nos 5 sens, qui peuvent être intuitives, ces perceptions, ou conscientes. Et bien souvent, des enfants qui ont des difficultés, ça commence par le fait c'est causé par le fait qu'ils n'ont pas conscientisé leur perception. C'est-à-dire qu'ils voient très bien, mais ils n'ont pas conscience de ce qu'ils voient, ils n'analysent pas ce qu'ils voient, par exemple. Pareil pour les sons. Là, on peut penser à la dyslexie. Bien sûr, ils ne sont pas sourds, les dyslexiques, mais ils entendent des sons, mais ils s'en font des représentations qui ne sont pas ajustées. Donc, au final, il y a des fautes ou des inversions, enfin des choses comme ça. Et donc, on est soucieux déjà, dans un premier temps, de rendre conscientes les perceptions. Ensuite, on travaille aussi beaucoup sur les repères du temps et de l'espace, les 2 repères fondamentaux qui font partie de la construction humaine aussi. Et il est important de se situer dans l'espace, voilà. Il est important aussi de se situer dans le temps, de mettre de l'ordre, de pouvoir se projeter, de pouvoir exister en étant bien conscient du temps. Et c'est des repères aussi qui sautent facilement et qui occasionnent plein de difficultés. Donc on remet de l'ordre dans tout cela. Et puis après, une fois que ce travail de base est fait, même pour les adultes, pour chaque personne, on reprend vraiment en détail tout cela. Et on finit par travailler en s'appuyant sur la grammaire structurante. Alors j'en ai amené une avec moi pour vous montrer à quoi ça peut ressembler. Voilà.
Donc la grammaire structurante, qui est l'œuvre centrale de Madame Nuitz, qui est vraiment très intéressante. Elle est intéressante parce qu'elle est structurante en fait. Et donc là, la grammaire structurante permet de conscientiser la perception de soi et son rapport avec l'environnement, avec le monde. Elle permet de se situer dans la relation et donc de s'unifier, se percevant alors comme acteur et responsable de sa vie. Elle permet une pensée autonome de plus en plus élaborée. Il s'agit bien de langage et de langage intérieur réfléchi. Voilà, il faut se parler et se parler correctement pour mettre en mots tout ce qu'on perçoit et tout ce qu'on reçoit pour en faire quelque chose. Et ça, si ça ne fonctionne pas, si notre langage n'est pas élaboré, c'est très difficile de le faire et on s'aperçoit que nos élèves en France manquent vraiment de structure, réellement de structure. Je crois que s'il y a des profs dans la salle, non ? Vous êtes professeur ? Et alors ? C'est une catastrophe. En quoi c'est une catastrophe Enfin, vous êtes professeur de français ? Non, je suis professeur d'art appliqué. D'art appliqué. D'art appliqué, et c'est une catastrophe. D'accord. Parce que justement, comme ils n'ont pas... Et pourtant, j'ai difficile, enfin, la grammaire pour moi et l'orthographe est difficile. Ouais. Et comme ils n'ont pas du tout les bases, ils réfléchissent pas par eux-mêmes. Voilà. Ben, c'est exactement ça. Voilà. Il y a comme un dynamisme vital qui ne peut pas fonctionner. Vital d'apprendre, parce qu'en fait, un petit bébé, quand il naît, il n'a qu'une soif, c'est d'apprendre, c'est de s'ouvrir. Et puis, nous sommes tous des petits bébés qui avons grandi. Donc du coup, non, mais c'est vrai, il faut s'en souvenir. Non, mais c'est vrai, c'est important. Et du coup, quand l'élan vital est brisé, eh ben, il y a quelque chose qui ne marche plus, quoi. Et il me semble qu'il y a vraiment quelque chose à voir dans cela et dans ce qui se passe dans le cœur de la personne migrante aussi, quoi, qui vit des choses difficiles et qui peut aussi voir son propre élan vital brisé. Et du coup, qu'est-ce qui va se passer pour ces personnes qui ne peuvent pas s'exprimer, qui ne peuvent pas penser en ordre, qui ne peuvent pas se repérer, qui ne peuvent pas faire quelque chose de ce qu'elles reçoivent? Qu'est-ce qui se passe pour ces personnes du coup? La frustration et la violence. Alors il peut y avoir de la frustration et ça peut mener à la violence. Quand il n'y a pas les mots, il y a la violence, ça c'est vrai. Mais il y a quelque chose d'autre aussi, de plus anodin, enfin anodin pour l'environnement et qui passerait presque inaperçu, c'est un renoncement. C'est une perte de motivation, une perte de volonté, une perte de sens aussi de la vie. Et puis quelque part une mésestime de soi et voilà, c'est grave, enfin c'est très grave quoi. Vous comprenez pourquoi ça me motive en fait de réfléchir, parce que c'est quand on le voit chez nos propres enfants au sein de l'école, dans tous les milieux et à tout âge, on se rend compte que l'avenir va être difficile pour eux vraiment, et puis pour le monde, parce que du coup ça concerne tout le monde ce problème-là, et les effets sur la société sont forcément extrêmement importants et seront de plus en plus importants. Quand on est confronté à une population qui en plus a toutes les raisons de la terre de perdre ses repères et qui en plus doit faire l'apprentissage de la langue dans un contexte où c'est déjà très compliqué de faire l'apprentissage de la langue et d'un vrai langage construit pour les personnes qui vivent dans le pays, on a de quoi quand même s'inquiéter. Donc du coup, voilà, nous espérons partir en recherche pour trouver des remèdes et des solutions et des projets qui puissent donc apporter des réponses à ces questions-là. Enfin, deux choses là-dessus peut-être. La première, c'est que du coup, si on considère que peut y avoir cette déstructuration à la fois chez un enfant en difficulté, mais aussi peut-être chez des personnes migrantes, on comprend mieux pourquoi certaines façons d'aider peuvent être problématiques. C'est-à-dire que si on est face à quelqu'un qui est en perte de volonté, qui se mésestime, je grossis le trait, mais tout faire à la place de ces personnes, c'est contribuer à encore plus nourrir ce sentiment-là. Et un petit témoignage, mais en fréquentant une famille irakienne très très brièvement, j'ai été frappée. La maman, donc la grand-mère, était professeure d'anglais. En France, elle serait agrégée, titulaire d'une chaire à l'université, etc. en Irak. Et arrivée en Bourgogne, au fin fond de la Bourgogne, dans un petit village, elle était désespérée de se rendre utile. Moi, c'est ça qui m'a marqué, c'est que en fait, on faisait tout ce qu'on pouvait pour l'aider,
Et ils étaient extrêmement reconnaissants, mais en fait, il y a de la fierté, mais qui est saine, qui est bonne. Et le grand espoir de cette famille, et notamment de cette maman, qui avait une cinquantaine d'années, c'était de pouvoir faire n'importe quoi pour aider. Et donc, on était dans une paroisse, elle s'est proposée pour faire le ménage, n'importe quoi, mais juste pour être utile, pour avoir du sens, pour pouvoir aussi rendre tout ce qu'on lui offrait. Et du coup, il y a toutes ces choses-là à prendre en compte. Et quelquefois, le risque, mais dans tous les domaines, ça peut être de vouloir faire à la place d'eux parce que on voit bien qu'il y a une difficulté et on occulte, en fait, on supprime la possibilité de faire par soi-même. Après, ça, c'est aussi... moi, je suis enseignante, je l'ai pas dit au début, mais c'est aussi on peut retrouver ça aussi chez Montessori, par exemple, qui dit « apprends-moi à faire seul ». Et c'est toute l'importance d'apprendre aux enfants à faire seuls et pas faire à leur place, ce qui est hyper tentant évidemment. En fait, moi je le vois en tant qu'enseignante. Ce que tu dis là, ça me renvoie à deux idées. C'est l'idée de la dignité de la personne et de l'autonomie de la personne. C'est-à-dire que si on transmet quelque chose à quelqu'un, c'est en vue de son autonomie et qu'il puisse lui-même, une fois qu'il a acquis cela, l'utiliser, le faire vivre et puis avancer dans sa propre vie en étant Et du coup, il y a l'exemple de Basma. Et l'exemple de Basma, donc Basma, c'est une amie irakienne avec qui nous commençons à travailler pour élaborer notre nouvelle méthode en fait. Et Basma, il y a 2 ans qu'elle est en France et effectivement, elle était, quand je l'ai connue, très bloquée au niveau des apprentissages. Et elle avait commencé à parler français un petit peu, et se débrouiller. Mais quand je lui proposais d'entrer dans les apprentissages, elle me disait non, je ne suis pas capable, je ne mémorise rien. Elle ne voulait pas apprendre à écrire parce que écrire, ça lui paraissait vraiment inaccessible et vraiment très difficile. En plus, je suis un peu puriste, donc pour moi, c'est important d'apprendre à écrire le français en attaché comme tout le monde, parce qu'il n'y a pas de raison de faire différemment. Donc, elle me disait non, pas en attaché, enfin voilà. Et en fait, voilà. Donc moi, j'avais laissé tomber parce que c'était l'année dernière, et cette famille, c'est la maman de la famille. Et en fait, dans cette famille, il y avait énormément de bénévoles qui venaient chacun avec sa méthode, chacun avec son approche, et tout le monde était complètement saturé, aussi bien les enfants que les parents. Donc comme moi aussi, je venais avec mon approche et ma méthode, je me suis dit bon, on va pas le faire, parce qu'on va pas en rajouter. Puis comme j'étais absolument en désaccord avec toutes les méthodes qu'ils avaient la malchance de croiser, eh bien j'ai préféré m'abstenir pour en plus ne pas semer plus de confusion. Mais en même temps, cette année, on a repris un travail depuis le fin novembre, 28 novembre avec elle. Et en fait, en 3 séances, mais vraiment en 3 séances et sans douleur, elle s'est débloquée. Et là, on ne l'arrête plus. Elle aime écrire, elle n'arrête pas d'écrire. On est 3 à travailler sur la méthode ensemble. Et du coup, quand on travaille avec elle à certains moments, l'une après l'autre, et les autres écrivent, etc. Puis quelquefois, on se regroupe toutes les 3 pour faire le point, pour noter des choses et tout ça. Alors elle nous attend un petit peu. Et maintenant, en fait, quand nous travaillons de notre côté, elle continue à essayer de lire, d'apprendre. Tout ce qu'on a vu, elle le revoit. Enfin, le dynamisme s'est déclenché, mais en 3 séances. Et c'était magnifique à voir, et on la voit dans la joie, on la voit heureuse d'apprendre, et puis là on a l'impression que rien ne l'arrêtera. Enfin, en tout cas, elle est convaincue qu'elle peut. Maintenant, elle sait qu'elle peut. Et c'est ça qu'on souhaite vraiment obtenir, vraiment, pour chacun. Alors, on vous propose une partie atelier participative. L'idée, c'est d'essayer, à notre mesure, de se mettre, que vous essayez de vous mettre dans la peau de quelqu'un qui ne connaît pas le français. Et est dans cette situation. Et dans cette situation, voilà. Qu'on ne peut pas imaginer, et c'est évidemment pas le but, mais en tout cas, il faut essayer de se dire que voilà, tout est difficile, et on vous propose donc de faire un atelier d'apprentissage du français. En fait, c'est pas vraiment. C'est pas un atelier d'apprentissage du français, parce qu'en fait, on va pas apprendre. Non, c'est surtout qu'on va faire l'expérience de l'approche NUITS à travers un exercice. Oui, mais au lieu de le faire chacun à notre place avec notre histoire et tout ça, on va essayer d'imaginer qu'on est à tous ensemble, que nous sommes en fait une personne en situation de migration, voilà, qui est démunie, qui a vécu des tribulations, et on va essayer de voir comment, ce qu'elle mettrait elle dans le tableau, quoi. Donc voilà, mais vous allez comprendre, mais c'est très simple. Mais ça va nous permettre de percevoir certaines choses, puis vous allez voir comment on peut travailler avec l'approche NUITS, d'une façon un peu détournée puis collective. D'habitude c'est individuel et c'est pas du tout comme ça, mais c'est pas grave.
Je fais le tableau. Donc voilà, tu fais le tableau. Oh, tu l'as fait. Tu partages en deux. Voilà. Alors j'espère que ce petit exercice va être convaincant. Hein, à voir. Alors là, c'est à voir là-bas. Je vais être ici. Ouais. C'est une méthode qui marche que pour le français ou c'est transposable Alors la grammaire Nuitz. Alors C'est pour ça qu'elle non, en fait, ce qui est intéressant, c'est que Madame Nuitz, au départ, est professeure d'anglais. Et au tout début, oui, au tout début en fait, c'est pareil. Elle a fait tout ce qu'elle a fait, toute sa recherche, parce que elle était professeure d'anglais et traductrice aussi à l'ONU à un moment donné, etc. Et quand elle travaillait auprès de Terminal, à un moment en anglais, et elle était formée à l'ancienne, on va dire, avec une belle analyse, voilà. Et en fait, ces élèves étaient sûrement admiratifs de leur professeur et leur ont dit à un moment donné, Madame, mais apprenez-nous à réfléchir, quoi. Et elle, ça l'a beaucoup interrogée et c'est ça qui a lancé ses recherches qui l'ont menée à régler les difficultés, à trouver des remèdes aux difficultés d'apprentissage, etc. Et elle est partie donc sur le terrain, elle a vu beaucoup d'enfants, elle a décortiqué les manuels scolaires, décortiqué toute la pédagogie qui avait été faite depuis l'après-guerre. Et voilà. Et au début, les expérimentations justement des perceptions, c'est en anglais qu'elle le faisait. Elle faisait faire des expériences tactiles et en mettant des mots en anglais, etc., en vécu, et ça marchait très bien. Parce que justement dans mon labo, il y a ceux qui sont en linguistique, qui font la recherche justement en lien avec l'hôpital de Batignolles à Marseille, sur comment, des recherches sur les troubles d'apprentissage justement et comment la linguistique peut jouer un rôle. Alors elle aurait beaucoup à dire, mais il ne faut pas hésiter à lui téléphoner. Elle est joignable sur son site, on peut l'appeler et peut-être échanger sur cette pratique de l'anglais et comment aborder les choses, parce que c'est vraiment son cœur de métier. Alors, être, avoir. Donc en fait, ce sont deux verbes. Il ne s'agit pas d'auxiliaire, justement, on va faire la différence, et on ne la fera pas ici, ce n'est pas l'objet, mais entre les verbes vraiment et les auxiliaires. Donc on oublie les auxiliaires et on s'occupe des verbes. Et du coup, nous allons essayer de trouver des petites phrases que cette personne que nous représentons pourrait dire, et nous allons, avec Manon, écrire les phrases dans certaines cases. Et puis nous allons réfléchir un petit peu sur ces phrases après, et comment on les classe, et voilà. Alors, être, c'est je suis. Bon, alors, jusque-là, ça va. Cette personne, oui, mais cette personne-là, qu'est-ce qu'elle peut dire? Je suis... Elle peut dire je suis un homme ou une femme, par exemple. On choisit? Alors, je suis une femme. Je suis une femme. Je mets l'identité. Oui, tu n'es pas. Alors, qu'est-ce qu'elle peut être encore? Elle peut dire quoi? Voilà, je suis irakienne, par exemple. Qu'est-ce qu'elle peut dire encore? Allez-y, puis on note au fur et à mesure. Je suis médecin. Oui, je suis médecin. Tu sais pas où le mettre? Oui, c'est là. Oui, tu le mets là. J'ai un peu adapté le tableau, il n'est pas exactement comme ça quand on travaille d'habitude. C'est un peu c'est juste pour vous en fait. Donc je suis médecin. Des formations d'anglicistes, moi je mettrais je suis par exemple 28 ans. Oui, mais là on parle en français. Oui, je suis âgée de 28 ans. Voilà. Je suis âgée de 28 ans. Il y a beaucoup de langues qui... Alors je suis fatiguée. On met je suis âgée de 28 ans. Non, tu mets je suis fatiguée. Là, je sais pas, ça va pas. Non, mais c'est. En fait, c'est quelque chose qui va pas nous apporter par rapport à l'objet de l'exercice. Mais après, on pourrait en parler longtemps, en fait. C'est ça le problème. C'est qu'après, on peut parler très longtemps sur ces choses. Donc, je suis fatiguée. Alors, cette femme, qu'est-ce qu'elle peut dire encore? Faut l'imaginer. Je suis migrante. Je suis migrante. Ok. Je te
demande confirmation quand même. Oui, c'est un exercice pas très facile de... Oui, pourquoi tu mets pas en dessous de je suis médecin, je suis migrante? Ah ben on va en parler. Bon, on en parlera. Oui, on en parlera. Après, qu'est-ce qu'on va mettre encore? Comment est-elle, cette femme? Elle est jolie. Elle est jolie, je suis jolie. Elle est jolie. À droite. Ouais. Elle est jolie. Je suis contente de parler de moi. Alors, qu'est-ce qu'elle est encore? Je suis maman peut-être. Oui. Ouais. Je ne trompe pas. Ah non, là, tu te trompes pas. Attendez. Il y avait quelqu'un d'autre qui avait dit quelque chose. Il faut vous lâcher là, parce qu'il faut qu'on remplisse ça. Allez-y, il faut qu'on remplisse. Il faut qu'on en mette plusieurs pour comprendre mieux après. Je suis avec ma famille. Je suis Avec ma famille. avec ma famille. Alors, je suis avec. J'avais prévu ça. Si, c'est dans la. Non, mais là, il y a 4. Oui, parce que non, là, il y en a qui continuent. on les a gardés. Ouais, ouais. Ah, justement, je suis avec ma famille. C'est là. On peut rajouter aussi je suis en France. Ou à Lyon. Ou je suis à Lyon. Voilà. Si elle est à Lyon. Elle est à Lyon ou pas? Elle est à Lyon. Est-elle à Lyon? Je suis aussi. Je suis à Lyon. On pourrait dire par exemple sur son caractère. Quel caractère elle aurait? Un ou deux traits de caractère. Bavarde. Bavarde. Ah, ça peut être rigolo. Mais à droite, ouais. Moi je le mets là, actuellement. Ah oui, c'est ça. Je suis bavarde. Je suis blonde. À droite. C'est pareil. Non, mais c'est pas au sens propre. Ah oui, elle a les cheveux blonds. Je suis blonde. Je suis la fille de Rafa. Et de Najla. R et N. Voilà. Bien. Je suis la sœur de M, A et I, mettons. Je connais pas beaucoup les prénoms irakiens. I. Ça marche. Je suis chrétienne en ce moment. En haut à gauche, je suis chrétienne. Oui. Je suis plutôt manuelle. Alors à droite. Tu es chrétienne, ça va alors? Ah, c'est bien, ça vous interroge? Je suis manuelle. Ouais. Et en bas, on va mettre. Le médecin chirurgien. Orthopédiste. C'est ça. Elle bricole. Et en bas, je suis inquiète. Bon. Je suis inquiète, on peut le mettre peut-être aussi dans la colonne en haut à droite. On en parlera. C'est ça l'intérêt. On va en parler justement. Pourquoi on n'est pas en haut à droite? Je suis droitière. Je suis droitière. Bah c'est à droite. À droite. On commence à Elle est l'imaginer. vraiment droitière? Bah, avec raison, droitière. On donne des petits. Je pense qu'elle est gauche. Alors voilà, on commence à avoir pas mal de phrases. Donc effectivement sur le classement, c'est ça, c'est les différents sens du verbe être. Enfin, voilà. Et du coup, qu'est-ce
que ça vous inspire? À quel titre on pourrait donner à chaque partie? Qu'est-ce que vous verriez là du coup? Est-ce que vous avez des... Si on devait donner un titre à chaque partie. Oui. L'identité, la première. Oui, c'est ça. La personnalité. Alors, oui, là, la personnalité. C'est pour ici ou pour, on pourrait dire les caractéristiques physiques, morales, et puis les caractéristiques. Enfin, comment une façon d'être, des compétences aussi, j'ai mis du coup. Non, mais c'est vrai. Caractéristiques et compétences, tu peux mettre. Personnalité, physique. Caractéristiques physiques et morales et compétences. On a un peu modifié pour l'exercice de ce soir. Voilà, compétences. Voilà. Voilà. Et il reste d'autres. Et ça, les émotions. Oui. Alors, état, c'est l'ensemble. Hein, quand même. Les émotions. Les C'est un émotions. état passager, quoi. Exactement. État passager, c'est tout à fait. Et c'est très très important d'avoir cette notion d'état passager. C'est comme la station transitoire, en fait. Voilà, c'est resta. Ouais, tout à fait. L'état transitoire passager. Et en bas, c'est les circonstances, quoi. C'est les circonstances de l'être. Où suis-je, avec qui suis-je, etc. C'est autre chose. Est-ce qu'on peut faire une distinction entre les deux parties hautes et les deux parties basses? Ensemble? Est-ce que Entre ces deux-là, les deux ensemble part, et les deux, voilà, et les deux dans le là d'autre part? C'est du rouge et c'est du bas, donc on peut varier. Oui, et celle du haut? Voilà, plus long terme. Réfléchissez là-dessus, sur celle du haut, justement. Bon, elles sont séparées, hein, donc il y a des degrés, effectivement, mais justement, qu'est-ce que ça vous inspire? Inné et acquis. Pardon? Inné et acquis. Enfin, ça changera pas, quoi. Ça ne changera pas. La première, ça ne changera pas. Je ne l'écris pas. Entre ces deux-là, c'est quelque chose qui fait partie, donc ça fait partie de moi, c'est mon être le plus profond, voilà, à ce moment-là, en tout cas, dans 2 ans on verra. Mais en tout cas, ça fait vraiment partie de moi. Et même si je suis en France de façon transitoire et je reste la fille de R et N qui sont, par exemple, à Mossoul, ou voilà, je reste leur fille, quoi qu'il arrive. Je reste la mère de mes enfants. Voilà, tout ça, c'est vraiment ancré. Et c'est un petit peu aussi à travers tout ça que je vais. Enfin, comment exprimer ça? Enfin, j'ai aussi des droits, voilà. J'ai des droits, j'ai des devoirs, j'ai des responsabilités, tout ce qui en découle. Là, on va le voir là, mais on va le voir là. Mais ça va être en lien, voilà. Donc c'est quelque chose, quoi qu'il m'arrive, qui fait partie de moi. Et là, ce sont mes compétences, mes caractéristiques. Et qu'est-ce qu'elles deviennent dans une tribulation, ces compétences, ces caractéristiques? Est-ce qu'elles font vraiment partie de moi? Je suis médecin. Je suis cette personne irakienne migrante. Je suis médecin. Mais je suis arrivée en France. Je ne peux pas exercer mon métier. Est-ce que je suis médecin? Oui. Mais oui. Mais je ne peux pas exercer mon métier pour l'instant. Mais je suis médecin. Et si je ne me le dis pas, si je ne me le dis pas consciemment, que même si je ne peux pas exercer, je suis médecin, qui va me le dire? Dans ma tribulation en France, qui va me le dire? Pour donner un exemple un peu plus léger, oui. Ça c'est l'exemple que je donne à mes élèves, puisque je travaille comme ça avec eux aussi. Donc je l'ai très volontiers écrit « Je suis bavarde » au tableau, donc ça les a fait beaucoup de sourire. Et j'aurais dit « Mais je ne suis pas vouée à du coup bavarder tout le temps, etc. » Et donc c'est les ouvrir aussi, eux, ces élèves-là, s'ils considèrent qu'ils sont bavards également, ils maîtrisent aussi le fait
d'être bavard, et c'est vrai qu'on change rarement ce genre de choses, mais en tout cas qu'on n'est pas conditionné par ça, et le fait de ne pas bavarder ne supprimerait mon identité, au contraire peut-être. En fait, ici dans cette case, je vois qu'on a mis que des choses très positives, en fait, mais c'est aussi la case où on peut marquer si on veut, enfin oui, bavarde, ça dépend, mais on peut aussi écrire bien sûr entre guillemets des caractéristiques plus négatives qui sont en général d'ailleurs l'inverse de nos qualités, donc on a un petit peu en général dans le tableau à l'excès les contraires, et on s'aperçoit effectivement que si ça reste dans notre tempérament, on a aussi la possibilité de les dominer et de les améliorer et de les canaliser, etc. Donc ça occasionne tout un échange aussi, voilà, et qui permet aussi d'accepter des difficultés ou des limites qu'on a pour les dépasser, et en même temps de se sentir être et d'avoir le droit d'être comme nous sommes et d'assumer complètement en même temps ce que nous sommes. Donc c'est tout un travail en fait profond qu'on fait à travers ce tableau. Et, mais pour moi c'était important d'insister là-dessus parce que on a besoin de reconnaissance, et il faut se souvenir que quand on est dans cette tribulation, eh bien on peut en être privé. Et donc on peut douter de soi et finalement oublier, si la situation se complique, perdure, on peut peut-être oublier qui nous sommes vraiment en fait. Surtout si on n'a pas le langage et qu'autour de nous les relations sont un petit peu complexes, entourés de bénévoles, de gens qui nous assistent ou au contraire de gens hostiles, etc. Enfin, tout ça est un peu complexe. Donc on peut peut-être s'y perdre, et je trouve intéressant de le souligner, quoi. Donc un travail comme ça peut permettre à une personne, si on le fait avec elle, de se dire, donc de conscientiser ce qu'elle est, qu'elle sera toujours, et qu'elle continue à être, même dans une période où, de façon transitoire, elle est fatiguée, elle est migrante, et elle est inquiète, où elle a plein de sentiments qui arrivent et qui peuvent l'envahir. Et si elle se laisse envahir ici, par les conséquences de cette étape qu'elle vit dans sa vie, si elle se laisse envahir, eh ben, elle peut se laisser aussi détruire. Et ne plus trouver le ressort, ne plus trouver la capacité finalement d'affronter une situation qu'elle va traverser courageusement et avec du ressort, si elle reste dans cette perception d'elle-même qui est restaurée. Est-ce que vous voyez l'intérêt de travailler profondément autour de ces notions-là? Et voilà. Donc maintenant, on va vite faire un petit tour chez Avoir pour voir ce qui se passe. Alors, qu'est-ce qu'elle a, cette personne? Qu'est-ce qu'elle a? Donc, c'est ça. Elle a 30 ans. Elle a 30 ans. Donc, elle a 30 ans. Ok, donc je crois qu'on va le mettre. Attends. Oui, bah là, mais là à droite, je sais pas si ce sera très. Voilà. Elle a des enfants? Oui. Elle a Combien? 4? 4 enfants, c'est possible. À droite. On ne peut pas utiliser l'inventaire. Ah bah, non, mais En fait, je pensais par exemple que j'avais une maison. Moi j'ai une maison, mais c'est la. elle a une maison. Mais elle a une maison. La plupart du temps, ceux que je connais, ils ont une maison. Ils ont une maison au pays, dans le pays qu'ils ont quitté. Elle a une maison. Qu'est-ce qu'elle a encore? J'ai de la chance. Pas de chance. Bah là, peut-être pas dans ce contexte, peut-être pas. Ça, Donc, elle a. Alors qu'est-ce qu'elle a? Si la chance ou la malchance, on pourrait dire je suis chanceuse. Oui, mais là, je trouve que c'est pas. Du coup, ça nous. c'est pas lié absolument à l'utilisation du verbe avoir. Donc, non, mais c'est normal. cette personne, elle a un père et une mère. Elle a froid. J'ai froid. Je suis. Oui, alors ça, frigorifié ou j'ai froid. elle a froid, ce serait, voilà. Ouais, On va peut-être pas le mettre parce que c'est pas centré sur notre, mais enfin normalement on le travaille ça aussi, mais bon, c'est plus subtil. Enfin voilà. Donc entre être et avoir, ça se transforme. Alors elle a, on a dit des enfants, des parents. Elle a Non. des soucis. J'ai des soucis. Ah oui, pardon. Je me suis trompée.
J'ai des soucis. C'est pareil, je suis sociose. Elle a des soucis. Bon, oui, elle a des soucis. Oui, elle a des soucis, ça va, c'est bien. Et elle a raison. Oui, là c'est autre chose. Non, mais il faudrait qu'on fasse une séance en fait. Il faudrait qu'on fasse une séance en individuel pour creuser davantage. Oui. L'usage est plus ambigu là. Oui, c'est ça. D'accord, ouais. Donc elle a. Si elle a une maison, qu'est-ce qu'elle a? Elle a des voisins. Elle a vache? Une vache ou une tête. Elle a des animaux? Alors. Non. Non, elle n'a pas. En général, les personnes qui sont en pleine migration, ils n'ont pas d'animaux. Enfin, ils n'ont pas trop d'animaux. Oui, c'est un peu C'est le même compliqué. type que la maison. On reste vraiment Ouais. cette personne. On parle de cette personne-là. Hein. Là maintenant. On est c'est d'accord. vrai. Donc elle a donc une famille et elle a des voisins. Elle a des voisins. Elle a des amis. Elle a peut-être des. Ah ben, si elle est migrante pour l'instant, elle est médecin, mais elle n'exerce pas a priori. Donc elle n'a pas de patient pour l'instant. Elle a des envies. Elle a des besoins peut-être plutôt. Des envies, des Il me semble, ouais, des envies. On va te le dire. Dans une situation de tribulation, d'abord on a des besoins peut-être, et puis aussi des envies, mais On les met non. où? Là, On va l'aider. elle a des besoins et elle a des envies aussi. Certainement. Elle a un portable à gauche et elle a. Est-ce qu'elle a des responsabilités? Vis-à-vis de ses enfants. Comment? Non. Ah bon? Et ses enfants, Oui. Je connais pas cette dame. Ah oui, bon. Bah, elle a, en tout cas, On connaît un petit peu sa on situation. sait qu'elle a elle sait qu'elle a des enfants. Oui, elle est maman. Donc Elle a des besoins, elle a des responsabilités. Elle a des droits aussi. Oui. Elle a des droits. Exactement. Elle a des droits, elle a des devoirs aussi. Ben non, mais elle est obligée parce que d'ailleurs l'administration française lui laisse pas le choix. Il y a beaucoup de choses qui se passent qui font qu'effectivement elle a beaucoup de devoirs. Comment? Oui, non, non, mais c'est normal, mais je veux dire, enfin non, je dis ça parce que quand on est proche des migrants, on se rend compte que les rendez-vous, les papiers, tout ça est très très prenant, très très prenant. Et elle a une vie sociale. Oui, mais alors ça, c'est dans le meilleur des cas, les amis. Et il y en a heureusement. Mais il y a aussi une vie sociale qui comprend des tas de relations variées, par exemple, quand je parlais de tous les bénévoles, les associations, les centres sociaux, enfin les gens qu'on rencontre font partie d'une vie sociale spécifique et très prenante. C'est des vraies réalités, ça, pour les personnes qui... C'est vrai, elle n'a pas beaucoup de temps, ça c'est vrai. Ou alors, quelquefois, elle en a trop. Ça dépend des phases. Alors, elle a un portable. On s'aperçoit quand même, il y a quelque chose qui vous frappe, non, là? Elle a beaucoup de possessions, elle a beaucoup de figuré de miroir. J'entends pas. Elle n'a pas beaucoup de possessions, qui semble être la colonne de gauche. Oui, Et possession. elle a plus des utilisations figurées du miroir. C'est vraiment. Je m'arrête pas d'arrêter. Oui. Voilà. On va réduire un peu ça parce qu'on ne peut pas trop approfondir, mais on s'est dit qu'effectivement la colonne de gauche c'est les possessions matérielles. Hein, et à droite c'est les possessions qu'on pourrait qualifier d'immatérielles. Du coup, des relations. Je sais pas si c'est très... Si.
Relation. Alors, les possessions immatérielles, alors c'est un petit peu un terme que... Parce que j'ai 30 ans, c'est pas vraiment... Oui, c'est immatériel. Et je le possède pas non plus. Enfin voilà, mais bon, j'ai quand même 30 ans. J'ai 4 enfants, c'est immatériel. Bien sûr, il y a mes enfants, mais la possession n'est pas... La possession, c'est de la relation. Hein, on est l'ordre de la relation. Ça produit une identité, mais c'est l'ordre de la relation. Il y a des relations familiales, des relations sociales, des relations professionnelles, des relations... Non, c'est pas l'identité à avoir, jamais. J'ai 4 enfants, je suis actuellement. Oui, mais là, je suis maman. On a la correspondance. Oui, mais c'est la même chose. Avoir 4 enfants et les moments 4 enfants. Non, mais c'est la même chose, sauf que je le dis autrement. C'est la même chose parce que si quelqu'un perd ses enfants, par exemple, il n'a plus ses enfants, mais il est quand même. On reste une maman dans l'identité. Voilà. Et oui. La différence, elle est là. Il y a des C'est que distinctions. l'identité, c'est quelque chose qui est vraiment immuable du début à la fin, avec des choses qui se rajoutent mais qui ne peuvent pas sauter. Sauter, on devient maman, mais on ne sait jamais d'être maman une fois qu'on l'a été. Quelle que soit la situation, quelle que soit l'horreur des situations, et voilà, mais tu vois. Par contre, Il y a une puissance, il y a vraiment Par contre, une la puissance relation, qui- dans un cas où on perd ses parents, par exemple, même dans une vie plus normale, on n'a plus ses parents, on dit ça d'ailleurs, on les a perdus ou je sais pas, mais ça n'enlève rien en fait qu'on soit le fils ou la fille de. Dans l'identité, ça change pas, alors que la relation, puisqu'il y a eu la mort, disparaît, non? Il n'est pas d'accord. Il n'est pas d'accord. Si, ça me paraît assez. Non, mais ça illustre quoi, bien, hein, ça illustre mais c'est vraiment très important de... Voilà, et là c'est vrai que pour cette personne, on se rend vraiment compte qu'elle a gardé en fait tout ce qui est relié à son identité. Ça, elle l'a. Les droits, les devoirs, la responsabilité, le fait d'être mère, voilà, d'avoir des enfants. Elle a un père et une mère qui sont peut-être au pays, qu'elle ne voit pas. Enfin, c'est difficile, mais ça reste son père, sa mère, et elle les a, malgré tout. C'est un peu l'inverse de ce que tu disais par rapport aux enfants, mais ils existent, eux, mais ils sont Oui, mais loin. c'est cette relation, voilà. Non, mais ils sont vivants. Ils sont vivants. Et en même temps, donc tout ça, ça touche à la relation. Et en fait, la relation est très perturbée par les tribulations. La relation est très chamboulée. Donc l'être profond de cette personne est très touché, très chamboulé aussi. Et il faut qu'elle s'y retrouve absolument. Et de faire toute cette distinction peut l'aider à vraiment prendre conscience de tout ce qui se passe dans sa vie, et en faisant le tri et les catégories, et en restant donc très consciente que elle a ses parents qui sont loin, mais de le vivre et de se sentir cette relation vivante, de pouvoir le dire, et puis en même temps de trouver du ressort, peut-être pour eux, même s'ils sont loin, de continuer à lutter et à se dépasser. En fait, on se rend compte aussi que les possessions matérielles, oui, c'est ça, manquent là. Il y a un immense blanc là, vous voyez. Il y a un immense blanc parce que on ne sait pas si elle a tout ce que nous avons, par exemple. Non, il lui manque certainement beaucoup de choses pour l'instant. Et c'est un immense vide, quoi. Or, j'ai noté une petite phrase là que j'ai essayé de synthétiser comme ça. Mon être s'exprime dans la vie par ces possessions matérielles auxquelles je ne dois pas renoncer. C'est-à-dire que de façon transitoire, il lui manque beaucoup de choses qui vont dépendre de si elle s'installe ou pas, de comment ça va se passer, combien de temps elle va rester. Enfin, alors, oui, mais elle manque. Si elle reste en France, il va falloir trouver un emploi. J'ai un emploi. Mettons que la vie continue, elle dépasse la période difficile et les choses s'apaisent et elle s'installe en France. Elle pourra dire, j'ai un emploi, j'ai des biens, petit à petit j'ai des biens, hein, matériels pour ma vie quotidienne. Je m'installe, j'ai ma cuisine, j'ai tout ça, voilà. J'ai un quartier, enfin voilà, j'ai un lieu de vie, voilà, j'ai un lieu de vie un peu élargi.
un environnement. J'ai un lieu de vie avec l'école, avec voilà, j'ai tout ça. Et ça implique, voilà, ça implique que les choses s'installent. Mais c'est pas, on peut être privé de tout ça tout en restant avec ses soucis, avec ses droits, avec ses devoirs, avec ses responsabilités, tout qui pèse, mais sans l'expression de mon être social, relationnel, enfin voilà, qui peut s'exprimer à travers un état de vie apaisé, quoi. Voilà. Et donc c'est important aussi de garder en tête qu'il y a un état transitoire. Voilà. Et qu'il y a des objectifs du coup. Il y a des objectifs. Et consciemment, après, une fois qu'on a travaillé bien à fond ça, on peut mettre ses priorités, on peut choisir ses relations. Il y a aussi ça qui est très important, c'est le choix. Le choix. Parce qu'une personne qui arrive et qui est très démunie, elle va peut-être, par chance, et c'est super, être aidée par beaucoup de personnes, mais à un moment donné, il va falloir aussi qu'elle fasse des choix. J'ai le choix. Tu peux rajouter. J'ai le choix. Et c'est en rapport avec les droits, etc. Mais garder le choix, j'existe, j'ai une identité, j'ai des caractéristiques, un caractère, des compétences, etc. J'ai le choix. Et ça, il faut pas non plus que ça passe à la trappe, quoi. Et j'ai le choix de savoir avec qui j'ai envie d'être amie, à qui j'ai envie de confier mes enfants, quelle éducation je veux pour mes enfants. Et c'est pas parce que des personnes très gentiment me proposent beaucoup de choses que c'est le choix que j'ai envie de faire, en fait. Et donc j'ai le droit aussi de dire non, gentiment, tout ça, mais j'ai le droit de dire non. Enfin, toutes ces choses-là, c'est des choses qui sont vite gommées quand on est dans une situation de chamboulement. Et du coup, c'est important de les restaurer pour que la personne puisse exister telle qu'elle est, à ce moment-là, en lien avec les autres, d'une façon ajustée. Est-ce que je peux faire une petite oui. Alors, on continue. Je vais voir. Et donc en fait, la conclusion que j'avais notée par rapport à cet exercice, c'était effectivement la prise de conscience de cette personne qui est en pleine tribulation, qu'elle est vraiment une personne unique, la même dans le temps, qui avance dans le temps, qui hier travaillait à l'hôpital en Irak avec un beau métier, une belle équipe familiale. Elle traverse des tribulations, mais c'est la même dans le temps, qui traverse cette période difficile et qui donc va pouvoir choisir certaines choses pour le moment, puis faire des projets, puis avancer, puis reconstruire quelque chose petit à petit, etc. Et c'est important que les personnes se perçoivent dans cette situation-là et non pas cataloguées, stigmatisées, arrêtées dans le temps comme des migrants. Voilà, pour moi, c'est une démonstration importante. Voilà. Et donc, cette personne, ici et là-bas, la même, qui traverse des chemins et qui vont de l'autonomie, puis de la dépendance, parce qu'on a besoin des autres quand on est en difficulté, puis un retour et un chemin encore vers une nouvelle autonomie, un chemin qui sera fondé sur la langue parlée, en fait. Et cette personne, elle va avoir besoin du langage dans ses tribulations, mais du langage pas uniquement global, avec des expressions toutes faites et des choses comme ça, pour se débrouiller, acheter son pain, quoi. Elle a besoin de pouvoir dire et d'être légitime, de savoir dire vraiment ce qu'elle ressent et d'exprimer ses besoins réels et d'être entendue. Donc il faut qu'elle soit capable, avec la langue française, de l'avoir assimilée profondément pour pouvoir aller chercher aussi ses émotions et ce qu'elle ressent et ce qu'elle est, et l'exprimer à travers la langue française, puisqu'elle est entourée par les Français. Et donc ça ne suffit pas d'apprendre d'une façon efficace pour pouvoir faire ses courses, demander de l'aide ou dire 3 mots et se débrouiller comme ça. Et puis du coup vivre beaucoup plus avec sa communauté irakienne où finalement elle va pouvoir exprimer tout ce qu'elle est et du coup avoir du mal à faire le pont et d'avoir une vie un peu unifiée dans ses relations. Voilà, donc c'est... Ça doit aussi, je vais voir un petit peu et après Tu lis pas tout, ça va être... Ah non, pas tout. Donc pour recentrer un petit peu sur la question de l'éducation, une chose qui est vraiment importante et qui rejoint cette question-là, si on parle d'un adulte qui a des enfants, quelque chose qui est essentiel pour la personne et dans sa dignité, surtout en tant que parent, c'est de pouvoir être le premier éducateur de son enfant ou de ses enfants.
Je me suis à nouveau référée à la doctrine sociale et sur la question de l'éducation, et notamment de l'éducation en famille, il y a quelque chose très important à entendre, à savoir que la formation de l'homme, donc en parlant des enfants, à la plénitude de sa dignité sous toutes ses dimensions, y compris la dimension sociale, est permis par la famille. Et c'est la famille, je cite donc, qui constitue une communauté d'amour et de solidarité, apte de façon unique à enseigner et à transmettre des valeurs culturelles, éthiques, sociales, spirituelles et religieuses, essentielles au développement et au bien-être de ses propres membres, d'une part, et ensuite de la société. Les parents premiers éducateurs, c'est quelque chose qui est déjà difficile au sein de la société française. Je parle en tant qu'enseignante aussi, où on voit des parents qui ne sont pas toujours aptes, qui font pas toujours le meilleur pour leurs enfants, et c'est un véritable effort de vraiment reconnaître cette primauté des parents quant à l'éducation de leurs enfants, en se disant voilà, qu'il y a quelque chose de mystérieux, surtout après si on a la foi, dans le sens où il y a un lien entre le fait de transmettre la vie et le fait de transmettre à ses enfants ce qu'ils sont, donc leur identité, etc. Pour ces personnes-là, il y a quelque chose qui joue au niveau de la langue. Alors on n'imagine pas forcément, mais Bénédicte m'a raconté un épisode assez concret. Il faut imaginer des familles où tout va bien, en tout cas avant la guerre, où il y a des parents qui sont complètement capables, en plus qui ont tous les moyens financiers, intellectuels, etc., de s'occuper de leurs enfants, qui le font très bien, qui vivent ensuite donc ces épreuves en famille et qui peuvent se retrouver en situation en France d'échec dans l'exercice de leur parentalité, je ne sais pas comment on pourrait dire, mais de leur devoir de parents, mais aussi de leur devoir de parents en fait. Et il y a une grande blessure, je pense, à ce niveau-là, et l'exemple que me donnait Bénédicte, c'était l'apprentissage étant plus facile pour les enfants, vu que les enfants sont des enfants, donc ils apprennent à 200 à l'heure, et que nous, adultes, on a beaucoup plus de difficultés à apprendre notamment une langue. Il peut y avoir un décalage qui se crée, où en fait les parents maîtrisent moins bien la langue que les enfants. Et ça, c'est une vraie question, je trouve, quand on s'intéresse à la dignité de la personne, c'est qu'au niveau de l'éducation, il y a quelque chose de dramatique, à savoir des parents qui sont obligés de demander le soutien de leurs enfants pour remplir des papiers administratifs, qui se font mener par le bout du nez mais ça c'est vrai aussi dans le cas de familles qui sont installées en France, dont les enfants sont nés en France, donc français, mais dont les parents sont arrivés en France et ne maîtrisent pas la langue quelquefois 20 ans après, où en fait les enfants malins mènent les parents par le bout du nez en disant n'importe quoi, c'est-à-dire en disant ah ben voilà, ça c'est mon bulletin, il y a écrit que c'est très bien, ah voilà, etc. Et ça c'est des situations dont on m'a déjà témoigné. Dans la situation des migrants, avec ces enfants qui apprennent beaucoup plus vite, il y a quelque chose d'extrêmement humiliant en fait pour les parents. Et il y a une dignité à restaurer aussi de ce point de vue-là, c'est-à-dire vraiment pour rejoindre l'idée de l'éducation, qui est le thème de ces conférences, mais c'est qu'au niveau de l'éducation, c'est aussi nécessaire de donner la langue aux parents pour qu'ils puissent en fait exercer évidemment un métier, évidemment obtenir des possessions matérielles qui sont donc synonymes d'un accomplissement de la personne, ça évidemment, mais aussi au niveau des relations et notamment des relations au cœur des familles. Et c'est pas tant la relation avec la société, parce que elle est ce qu'elle est, et voilà, mais au sein même des familles, qu'il y ait des familles qui soient abîmées en fait par cette différence, ça c'est, à mes yeux en tout cas, c'est vraiment quelque chose auquel il faut répondre. Je peux juste te rajouter juste un truc par rapport à l'exemple que tu citais. Pour moi, ça occasionne deux choses, ça. Un problème des parents qui sont démunis parce que les enfants parlent mieux qu'eux et qu'ils ont besoin de leurs enfants pour faire face aux difficultés quotidiennes. Et ça, c'est très classique. Et le parent, donc, effectivement, perd un peu de son autorité. Et l'enfant, et ça, je l'ai vu, à la fois en profite et outrepasse donc, son rôle, sa place par rapport à ses parents et transgresse beaucoup à cause de ça. Mais en même temps, les enfants ressentent une grande inquiétude profonde parce que du coup, ils ne se sentent pas protégés par les parents. Et du coup, il y a là un vrai problème. C'est-à-dire qu'il y a même une colère chez certains enfants et qui va du coup alimenter cette espèce de dysfonctionnement éducatif dans les liens familiaux. Et l'enfant peut éprouver une colère, une détresse, et qui ne va pas se voir comme ça au premier regard, mais qui en fait va l'habiter jusqu'à l'adolescence et ça va devenir très compliqué. Voilà. Parce qu'il ne se sent pas protégé, pas compris, il n'est pas à sa place d'enfant. Et ça, c'est vraiment, à mon avis,
un des premiers dangers et un des plus graves qui provient du manque d'alphabétisation et puis du manque de la langue chez les parents et chez les adultes. Voilà. Alors, Ouais. du coup, pour revenir donc aussi à cette idée de parents, donc je le cite à nouveau, les parents sont les premiers éducateurs de leurs enfants, mais pas les seuls, le dit la critique sociale. Il leur revient donc d'exercer avec responsabilité l'œuvre éducative en collaboration étroite et vigilante avec les organismes civils et ecclésiaux. Donc évidemment ça parle de l'école et je saute à la fin du paragraphe. Les autorités publiques ont le devoir de garantir ce droit, donc le droit d'avoir tous les moyens à leur disposition pour les parents d'apporter cette éducation à la fois scolaire mais aussi au sein des familles à leurs enfants. Et donc les autorités publiques ont le devoir de garantir ce droit et d'assurer les conditions concrètes qui en permettent l'exercice. C'est dans ce contexte que se situe avant tout le thème de la collaboration entre la famille et l'institution scolaire. Or, beaucoup de choses sont faites. À Lyon, on a des exemples d'établissements scolaires qui accueillent des enfants, qui font tout ce qu'ils peuvent compte tenu de la situation, et qui accueillent donc des enfants d'âges différents qui sont en gros implaçables dans les classes parce que on peut avoir un enfant très doué à l'école mais qui ne maîtrise pas du tout la langue, alors qu'il va peut-être maîtriser assez rapidement mais qui n'a peut-être pas cette analyse fine qui lui permet d'entrer dans l'apprentissage. Et il y a des décalages qui se créent, c'est dont tu me témoignais en tout cas, et puis des enfants qui portent aussi beaucoup de responsabilités, donc qui ont vécu ce qu'ils ont vécu, donc qui n'ont pas forcément d'acquaintance facile avec d'autres élèves, ou alors au contraire qui s'entendent très bien avec d'autres élèves, mais il y a d'autres problèmes. Il y a à chaque fois une situation très complexe, et c'est là aussi où l'association, on va dire le nom Parler, à la pointe du crayon, qui est créée là maintenant, cherche à proposer peut-être une réponse et à voir si elle serait adaptée en permettant aux écoles de fournir aux enfants, de proposer aux enfants en les accueillant une demi-journée plutôt qu'une journée entière. Au début en tout cas, oui. Un bain social qui est nécessaire parce que les enfants ils n'ont pas envie d'être avec des adultes toute la journée, même de bonne volonté, et puis ils se comprennent sans la langue de toute façon, donc il y a une possibilité de ce point de vue là, mais pour les enfants comme pour les adultes d'avoir une partie, une dimension en fait, soit à l'école, soit dans le travail pour les adultes, qui est vraiment de l'ordre de la sociabilité, du bain, de l'immersion, et à la fois d'avoir un organisme de formation qui se chargerait vraiment de l'apprentissage de la langue en lien en fait avec ce qui est vécu pendant les demi-journées à l'école ou les demi-journées de travaux administratifs ou autres. Voilà, je sais pas si je travaille bien. En fait, on s'aperçoit en ayant un petit peu exposé tout ça que l'apprentissage de la langue est central, qui doit être fait sans tarder quand les personnes arrivent. J'ai constaté, nous avons constaté que la pédagogie de ce qu'on appelle le FLE, français langues étrangères, l'enseignement du français langues étrangères, c'est un domaine universitaire très particulier, et puis il y a beaucoup d'autres pédagogies aussi dans le FLE qu'on peut trouver, comme la pédagogie Gattegno, qui est en ce moment très à la mode à Lyon et qui est excellente. Donc le FLE, c'est quelque chose qu'on entend dès qu'on entre dans l'univers des personnes qui cherchent à se former en français à toutes les sauces. Mais la pédagogie, c'est un peu un tabou, un petit peu comme à l'éducation nationale, la pédagogie est un peu un tabou, quoi. C'est des choses difficiles, c'est difficile d'en parler. Alors, on sent qu'il y a une insatisfaction de l'enseignement du français aux étrangers tel qu'il est fait, puisque souvent c'est long pour apprendre, l'objectif du niveau est pas facile à cerner, les personnes se découragent, on sent que c'est pas satisfaisant, les bénévoles qui s'occupent d'enseigner le français depuis longtemps conviennent que les personnes viennent souvent pour discuter au bout d'un moment, elles sont contentes de venir et de se rencontrer, mais que le contenu n'est pas vraiment très clair et que finalement on apprend comme on peut en discutant, mais il ne se passe pas grand chose. Parfois c'est très bien, mais ça ne convient pas à tout le monde. C'est un peu compliqué. Et donc notre association, elle cherche à élaborer une méthode qui soit appropriée, qui soit très cadrée, très ordonnée, pour aider ces personnes. Et donc là, nous faisons une espèce de synthèse entre NUITS, l'approche de la construction de la personne et le travail sur les blocages, et en même temps l'approche Gattegno qui est très centrée sur l'oreille, le son,
la parole et la transmission de la langue elle-même, voilà ce qu'on appelle chez MIT. Et puis le travail qu'on fait au plus près de la personne, donc avec ces rencontres quotidiennes avec des personnes irakiennes qui apprennent avec nous et à partir de ces rencontres, nous écrivons notre méthode. Et l'objectif, c'est de devenir organisme de formation pour aller former soit des professeurs dans les écoles qui prendraient les enfants l'après-midi ou à certaines heures pour vraiment leur apprendre en sachant comment et voilà, soit des bénévoles dans les centres sociaux, soit des gens de bonne volonté, soit des voilà, enfin, on irait former les personnes qui veulent le faire, mais en leur donnant quelque chose de très construit, avec une progression bien balisée, des outils concrets et voilà, et qui soient vraiment ciblés pour donner la structure de la langue et non pas du vocabulaire, etc. Enfin, évidemment du vocabulaire, mais ordonné à autre chose et que ces personnes sachent comment la logique de la langue, qu'elles aient vraiment la logique de la langue. Et l'autre innovation aussi, c'est d'apprendre simultanément, et je dis bien simultanément, à lire, à écrire et à parler. C'est-à-dire les trois en même temps. Alors que bien souvent aujourd'hui, les personnes apprennent à parler, essayent d'apprendre à parler, progressent dans cet apprentissage, mais la lecture et l'écriture, c'est quand même difficile. Voilà. Et nous, on trouve que c'est important de proposer aux personnes vraiment d'acquérir les clés de la langue. Complètement. Voilà, je ne sais pas si on a fait le tour, un petit peu, si on veut bien des questions, si vous voulez. Du coup, la méthode que vous essayez d'élaborer, oui. C'est une seule méthode? Parce qu'en fait, moi, ce qui me pose un peu de problème là comme ça, c'est que chaque personne est unique et parce qu'au-delà du fait d'être migrant, il y a des personnes qui apprennent mieux en écoutant, d'autres en... Ah mais ça on en tient compte, limite s'en tient compte. Il y a des gens qui ne sont pas du tout scolaires, il y a des gens qui sont très scolaires. Enfin, bah oui, l'approche DUITS en fait, elle tient exactement compte de ça. Donc nous avons cet apport-là. Donc des tas d'entrées pédagogiques différentes justement, et ça fait partie de notre savoir-faire en fait, à la base. Et donc ça oui, c'est pris en compte complètement. Et voilà, donc tenir compte de chaque personne, c'est le premier des soucis et de la rejoindre là où elle en est, d'ailleurs dans son niveau. L'expérience que nous allons mener, là pour l'instant nous travaillons avec une seule personne, mais à la fin du mois arrive une famille complète avec 2 grands-parents, 2 parents et 4 enfants. Et nous sommes en train de nous organiser avec la mairie qui les accueille et les écoles et tout, pour que les enfants ne soient scolarisés que le matin, de façon à avoir le bain linguistique, la socialisation, etc. Et l'après-midi, que les enfants, les parents et les grands-parents soient avec nous pour que nous élaborions ensemble vraiment l'approche de maintenant jusqu'au mois de juin. Et on se laissera encore la marge de l'été pour écrire, finaliser notre formation pour qu'après on puisse la transmettre à des personnes qui veulent elles-mêmes après dispatcher cette formation et la transmettre là où elles le voudront. Mais ce qui va être très intéressant, il me semble, c'est d'abord de convaincre les grands-parents de venir. Ça va être le premier challenge, parce que ce sont des Irakiens qui ne sont jamais partis de leur pays, qui vivent ça, et qui s'attendent certainement pas à ce qu'on leur propose un apprentissage du français de façon aussi soutenue, 4 après-midi par semaine, 2 ou 3 heures chaque après-midi, et avec un vrai programme, et au même niveau que leurs enfants et leurs petits-enfants. Et en fait, ce que nous souhaitons élaborer, c'est une dynamique, un élan vital, quelque chose qui se partage, qui soit gai, qui soit vivant, où toutes les personnes peuvent apprendre ensemble, parce que la structure de la langue, elle commence par les mêmes choses pour tout le monde, quoi. Et c'est vrai que les grands-parents, s'ils ont l'oreille faite au son français, aux voyelles françaises, ils comprendront mieux. S'ils apprennent des phrases, des mots d'usage, et puis la structure de la langue, comment fonctionnent les verbes, ils auront certainement une grande joie et beaucoup plus de facilité à s'adapter, et en tout cas, ils sauront que nous, on les accueille, mais pour qu'ils s'ouvrent à la vie d'ici. Pas pour qu'ils restent en famille, pas pour qu'ils restent chez eux, mais pour qu'ils aient envie d'aller à la rencontre des gens et de continuer leur vie ici le temps qu'ils resteront. Et en plus, nous nous disons aussi que si nous donnons la structure de la langue à ces personnes, et si nous les reconnaissons comme des personnes vraiment, et qui sont là de façon peut-être passagère, peut-être définitive, de toutes les manières, si on leur donne
cette capacité d'être elle-même et d'être apprenante, d'être vivante, d'être dynamique, eh bien nous savons très très bien qu'elles auront toutes les chances de s'intégrer très bien et donc de trouver un emploi et donc de continuer leur vie et donc de faire vivre leur famille et donc de transmettre à leurs enfants quelque chose de beau et de bon qui est la vie normale en fait. Et si elles le souhaitent, à terme, elles seront solides, armées, construites pour aller reconstruire quand ce sera le moment chez elles, fortes d'une expérience qui aura été certainement profitable et qui les rendra encore plus fortes pour aller reprendre le fil de leur vie dans leur pays en sachant qu'il y aura du boulot quoi. Et qu'il faudra aussi beaucoup de courage et être fort pour retourner. Et elles en auront le choix. Voilà, elles en auront le choix. Et ça nous semble le plus bel objectif. Qu'une personne tout au long de sa vie ait le choix de la vie qu'elle veut mener et comment elle veut la mener en fonction des circonstances. Voilà l'objectif. Dans le processus migratoire, il y a quand même un temps, quand on arrive en France, il y a aussi la question de la temporalité, c'est-à-dire il peut y avoir aussi un moment une bascule psychologique, c'est-à-dire j'arrive, je suis là temporairement, donc ça sert à rien de s'investir vraiment dans une vie que de toute façon je vais quitter dans 1 ou 2 ans, et après on sait que souvent il y a quand même un temps où ça va et ça va être un moment où je vais commencer à m'investir. Comment vous gérez ce passage? Est-ce que, en arrivant directement en disant bon allez, 4 après-midi par semaine vous allez apprendre le français, est-ce que c'est pas un peu brutal? En fait, alors, oui, c'est tout à fait vrai. Et d'ailleurs là en ce moment je m'interroge beaucoup justement comment cela va-t-il se faire. Parce que c'est vrai que ces personnes je ne les connais pas encore et je ne sais pas ce qu'elles veulent aujourd'hui. Mais aujourd'hui nous on crée l'espace pour que ce soit possible. Si elles refusaient, eh ben, nous le proposerons à d'autres personnes et il y en a tellement qui le souhaitent que nous trouverons un groupe avec des âges différents, nous constituerons de toute façon un groupe. Mais il est vrai que si ces personnes ne le souhaitent pas, à ce moment-là, évidemment, elles ne le feront pas. Et d'ailleurs, si elles ne le font pas avec nous, j'espère vraiment qu'elles auront le temps d'arriver et que nous aurons le temps d'élaborer notre méthode et que d'autres personnes seront formées pour le moment opportun, que ces autres personnes pourront les former si elles en ont besoin ou l'envie plus tard. Mais de toutes les manières, nous trouverons un groupe parce qu'il y a beaucoup de demandes, beaucoup de personnes qui arrivent et puis des personnes qui sont déjà arrivées il y a quelque temps et qui sont peut-être plus prêtes effectivement à commencer une aventure comme celle-ci. Mais en même temps, là, ces personnes arrivent en lien avec d'autres familles qui sont déjà là, et du coup, elles seront portées par... elles sont liées, par exemple, à la personne avec qui nous travaillons en ce moment, et du coup, ça introduit aussi, par la famille, en fait, ça introduit aussi cet accueil, on n'arrive pas comme ça, inconnu, il y a des liens. Mais nous verrons comment elles voient les choses, et quand elles seront là, voilà, on verra. Est-ce que cette approche prend en compte une adaptation culturelle? Parce que nous, dans notre paroisse, on a accueilli un jeune migrant africain du Cameroun, donc il n'avait pas le souci de la langue puisqu'il parlait français. Mais par exemple, on l'a accueilli chez nous pour une semaine de vacances. Les repas, c'était quelque chose. Il fallait préparer 3 kilos de riz, parce qu'il ne mangeait pas aux mêmes horaires que nous, de la même façon que nous. Oui. Donc, moi je pense immédiatement à la nourriture, mais il y a d'autres aspects culturels qui font qu'un Syrien ou un Irakien, une autre nationalité arrivant en France est complètement déboussolé. Oui. Alors ça ne rentrerait pas directement dans notre préoccupation, mais en revanche, évidemment, en se parlant et en échangeant, bien vite, il y aurait certainement des échanges autour de ces questions-là. Mais il y a aussi, il me semble que pour nous, c'est très important aussi de distinguer l'approche technique et professionnelle de l'apprentissage de la langue, dont on aimerait élaborer un bel outil, dans ce but-là. Et à côté de cela, nous aimerions aussi travailler la main dans la main avec des associations et des bénévoles, et le centre social, la mairie, tous les gens qui entourent ces personnes, et qui, elles,
serait plus là pour assumer du soutien scolaire, de la conversation, des sorties, des activités culturelles, de la cuisine, des tas de choses. Ce serait plus dans ce registre-là. Et je pense que autour des personnes qui arrivent, il faut être nombreux. Être nombreux, mais bien organisés, avec chacun des missions bien claires. Et puis voilà, c'est ça qu'il faudrait aussi arriver à construire. Écoutez, si vous voulez, soit vous avez d'autres questions, soit on peut... Si vous voulez, on peut continuer aussi de façon informelle, bien sûr. Mais, si vous voulez boire un verre ou grignoter quelque chose. À moins qu'il y ait une dernière question. Merci beaucoup alors.